Nous allons commencer la réunion. Donc, la thématique de cette semaine porte sur les dispositifs partenariaux et nous avons plusieurs invités aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre demande. Alors, je commence peut-être par la gauche et puis je vais vous laisser vous présenter. Donc, Nathalie Ploquin, inspectrice en charge de l'information et l'information, pour le Val-de-Marne. Stéphanie Labro, coordonnatrice mission de lutte contre le décrochage scolaire sur le département 93 dans le district 7. Bonjour, Jean-François Doumer, proviseur adjoint du lycée Mistral de Fresnes, donc le sud-ouest du Val-de-Marne. Bonjour, Candice Corbel, chargée de mission clause sociale de formation au SAIU. Alors, nous allons démarrer ce webinaire par un des dispositifs partenariaux qui va être présenté, qui est le parcours aménagé de formation initiale. Ensuite, nous enchaînerons avec les clauses sociales de formation, puis le service civique alterné et la passerelle lycée. Donc, Jean-François, peut-être. Merci. Bien le... Est-ce que vous voyez bien le diaporama ? Oui, bon, bah c'est parfait, nous allons commencer. Très bien, alors le diaporama pour le parcours aménagé de formation initiale, j'ai essayé de le concevoir de manière à ce qu'il soit un petit peu une sorte de vade-mecum pour un usage dans n'importe quel établissement et quel que soit le stade d'avancement sur le PAFI. C'est-à-dire qu'on prenne connaissance du PAFI là aujourd'hui. Il y a des ressources qui vous permettent de faire des réunions de travail avec la direction, avec les personnels impliqués dans le travail du PAFI. Ceux qui sont déjà avec les partenaires, ceux qui sont déjà avec une connaissance fine du PAFI, vont pouvoir aussi en tirer peut-être un usage plutôt pratique dans la conception, dans la mise en place proprement dite de ces parcours aménagés. Donc j'ai essayé de partir des questions plutôt simples qu'on se pose régulièrement sur ce type de thématique éducative. Donc les questions quoi, pourquoi, pour qui, quand, comment, etc. On va aussi parler peut-être de moyens. Et je vous présenterai deux exemples de ce que j'ai pu mener avec les autres professionnels de mon établissement cette année pour que vous ayez un peu de concret, quelque chose qui part du terrain. Et j'ajoute que vous aurez à la fin des références une slide qui correspond à ce que le SAIO a envoyé dans un dernier bulletin académique et qui précise aussi le concours du PAFI TDO, parce que vous verrez, il y a une chronologie aussi sur cet outil. Voilà, alors, bon, j'ai essayé de partir des mots-clés parce qu'il n'y a rien de pire que de vous mettre 15 lignes d'introduction pour expliquer ce que c'est que le PAFI. Et vous avez peut-être ici ce qui, à moi, au fil des lectures que j'ai pu faire sur le parcours aménagé de formation initiale, a retenu mon attention. À savoir que là, on part sur une forme de pas en arrière, de respiration pour des jeunes qui sont donc en situation de décrochage scolaire avéré, repéré, analysé, et qui vont bénéficier d'un aménagement, un aménagement qui doit être concerté, un aménagement qui va mobiliser des partenaires qui donc, il faut identifier ces partenaires, il faut les rencontrer, il faut les sensibiliser à cette question et il faut travailler avec eux pour faire en sorte qu'ils viennent aussi avec nous au devant des familles. Là, on est, j'en parlerai après, on est dans un format d'alliance éducative. Il y a une souplesse nécessaire dans la construction du PAFI, c'est un travail de dentelle. Alors, je n'ai pas mis chronophage, mais je dois vous le dire, il ne faut pas non plus se leurrer. C'est quand même une mise en place qui prend beaucoup de temps, mais qui peut avoir de bons résultats, même si on ne pourra pas avoir forcément toujours que du positif. Mais les petits échecs qu'on pourra rencontrer dans le cadre du PAFI ou les petits obstacles qu'on pourra rencontrer dans le cadre du PAFI,
eh bien, il faut s'en servir comme une forme d'expérience. Je pense qu'il ne faut pas, j'ai pas mis expérimentation, mais je pense qu'elle aurait sa place dans cette petite infographie. Il ne faut pas se dire qu'on ne le fait pas parce que ça ne marchera peut-être pas. Il faut essayer. Il faut essayer parce qu'on a, a priori, de toute façon, déjà fait le constat que beaucoup de choses avaient été tentées avec les jeunes qui bénéficieront du PAFI et que c'est un peu une cartouche supplémentaire dans notre marge d'action. Il y a le terme d'adhésion. Je terminerai peut-être là-dessus sur cette infographie. Le terme d'adhésion et le terme de statut scolaire qu'il faut commenter. L'adhésion parce que ça reste quand même sur le volontariat. On est là pour convaincre les familles, mais aussi convaincre les jeunes, parce que vous verrez que parfois, dans les réunions d'information collective qu'on peut mettre en place, eh bien, c'est pas toujours tout le monde au diapason. Et le statut scolaire, ça c'est très important. Il faut avoir conscience que le PAFI a pu générer un certain nombre de craintes de voir des élèves sortir de leur formation initiale et de ne plus revenir dans les établissements. Et donc, j'insiste bien sur cette question-là. Les jeunes restent inscrits en établissement, ils bénéficient d'un pas de recul, mais pour mieux sauter, on va dire, pour mieux sauter et revenir ou changer de projet. Bon, rapidement sur ce qui nous sépare là depuis cette année, des années de mise en place. Une idée que voilà, le PAFI pouvait être mené, donc ça remonte à 10 ans. Ça a mis un certain temps avec une expérimentation entre 2014 et 2016 dans certaines académies, et vous avez dans les ressources un document qui fait état de ces expérimentations, qui vous donne quelques pistes, un déploiement, mais surtout depuis la mise en place de l'obligation de formation des 16-18 ans, un renouveau un petit peu de ce PAFI, même si la mise en place dans les établissements n'est pas toujours facile, avec le turnover, avec voilà, ne pas savoir forcément vers qui se tourner. Donc, on va aussi parler des acteurs sur lesquels on peut s'appuyer pour mettre en place tout ça. Et depuis la circulaire de 2023, donc la petite mention de tout droit ouvert, qui n'est pas le remplacement du PAFI par un autre, mais qui permet d'élargir le PAFI avec les partenaires, notamment de l'APSAD, la plateforme de suivi et d'appui au décrochage, puisque on n'est pas que dans l'éducation nationale, on travaille aussi avec les acteurs de l'insertion et c'est très important de souligner le renforcement nécessaire de ces liens. Voilà, il y a eu un rapport de l'inspection générale, donc pour avoir un petit peu une idée des profils. Alors, moi, je vous parle d'une situation vécue sur le terrain dans un lycée polyvalent de 1600 élèves, avec donc les 3 filières générales, technologiques et professionnelles, et avec des jeunes qui arrivent donc en général en seconde, plutôt vers l'âge de 15 ans, et qui le quittent plutôt vers l'âge de 18 ans. Donc, vraiment, le type d'âge et de situation qui sont plutôt concernés par les PAFI. C'est vrai que aujourd'hui, avec très peu de redoublement, les collégiens, en général, sauf quelques cas et situations exceptionnelles de troisième, ne seront pas forcément concernés par ce parcours aménagé. Ce sont des jeunes donc, qui décrochent pour tout un tas de raisons. Là, les exemples que je vais vous présenter, les 2 exemples, ce sont des jeunes qui, pour certains, ont subi une orientation et arrivent avec d'ores et déjà plusieurs couches de décrochage scolaire tout au long des 4 années du collège. Des jeunes pour lesquels beaucoup de choses ont été tentées et qui, dès le début, dès septembre, octobre, on les repère très vite, ne vont plus en cours. Pour autant, ils viennent pour certains au lycée. Donc, il y a quand même ce besoin de contact social et c'est aussi pour ça qu'on cherche des partenaires dans ce domaine. Et l'autre situation que je vous présenterai, c'est plus une situation due à du harcèlement. Donc, il y a autant de situations de PAFI que de situations de décrochage. Et c'est pour ça que l'analyse de la situation en GPDS, elle doit être menée de manière élaborée pour que le PAFI ne soit pas juste un programme type plaqué à quelques situations de décrochage que ce soit. Il faut vraiment analyser tout ça en GPDS. Vous avez donc des thématiques aussi
de travail qui peuvent être ici présentes. La question de l'estime de soi. Donc, vous avez dans les projets de persévérance scolaire, donc on retrouve sur l'application APS quand vous demandez des moyens, il y a des ateliers d'estime de soi notamment, il y a des ateliers de travail sur l'orientation. Voilà, c'est tout un tas de briques que vous allez pouvoir mettre ensemble pour constituer un programme de PAFI qui convienne le mieux à ces jeunes. Des jeunes qui sont chez vous ou des jeunes qui ne sont plus chez vous. J'ai plus ou moins travaillé aussi l'année dernière avec des jeunes qui étaient en refus scolaire anxieux, qui étaient inscrits sur nos bases et qui pourtant ne pouvaient plus remettre les pieds dans le lycée pour X ou Y raison. Voilà, donc vraiment des situations très diverses. Alors bon, j'ai repris ça parce que ça me paraissait quand même, en parlant du guide de déploiement du PAFI, donc, que vous trouvez aussi dans la page ressources à la fin de ce programme. Il faut quand même, je disais qu'il fallait un peu avoir un diagnostic de son état d'avancement dans son établissement autour de la question du décrochage scolaire. Si vous n'avez pas de GPDS efficient, ça va être compliqué. Il faut que le GPDS soit déjà un petit peu en ordre de marche, qu'il ait appréhendé la question du PAFI, épluché un petit peu les possibilités qu'offre le parcours aménagé avant de se lancer là-dedans. Il faut aussi que la question du repérage soit claire et que le PAFI ait pu être présenté aux équipes. C'est-à-dire que si le GPDS est installé, s'il a une bonne communication dans l'établissement, la communication sur le PAFI peut être par exemple faite lors de la pré-rentrée pour expliquer qu'il y a ce type de solution qui existe et que les professeurs principaux, par exemple, en plus de ce qu'on peut faire avec l'onglet Pronote de décrochage scolaire, font un repérage le plus efficace possible. Après, je parlais d'alliance éducative. Et c'est là où vous avez donc autour de l'établissement tout un tas d'acteurs qui rentrent en ligne de compte. Et vous les avez donc présentés là dans cette configuration de table ronde. Et je voudrais aussi insister sur un autre mot-clé, le terme de contractualisation. Donc en ressources, vous avez aussi un lien vers le contrat d'objectif qui est proposé par la région académique Île-de-France, le contrat PAFI TDO également, qui peut être pré-rempli directement sur le document. Je sais par expérience que c'est souvent une difficulté. On se dit, tiens, en fait, il n'existe pas de document type. Chaque établissement crée son petit document personnel, alors que là, vous avez vraiment des documents estampillés avec les logos et la charte graphique qui va bien. Donc, pensez à utiliser ces documents, à vous en faire un petit dossier au sein de vos établissements. Une fois que le document contractualise un petit peu tout ça, il faut réfléchir au suivi, parce que le PAFI, il a un temps qui se termine. Je vous présenterai, moi, des PAFI. Pour certains, ils vont durer 4 mois, comme le PAFI TDO. Pour d'autres, ils vont être d'une semaine, mais ensuite, avec un suivi qui permet de ne pas lâcher le jeune complètement dans l'établissement. Et le retour en classe ordinaire, en classe banale, doit pouvoir être pensé. Voilà. Donc de pouvoir le valoriser, de pouvoir faire un retour d'expérience à l'ensemble de l'équipe pédagogique qui aura dû partir pendant un temps, c'est très important. Donc, il y a la question de la communication. Voilà, les partenaires, ça c'est important d'en parler quand même, effectivement. Moi, à titre d'exemple, j'ai pu travailler là dans les PAFI qu'on a menés cette année avec donc un club de rugby de la ville d'Antony qui est frontalière de la ville de Fresnes, avec le théâtre de Rungis qui est aussi frontalier mais côté est de la ville de Fresnes, donc du partenariat sportif, du partenariat culturel. On a évidemment toujours un contact avec la mission de lutte contre le décrochage scolaire, le coordonnateur du district qui permet aussi de nous apporter tout son recul sur les partenaires autres, sur les différentes choses que l'on peut faire avec la PSAD. Donc c'est là où vous avez toujours ce nécessaire travail d'aller vers les partenaires extérieurs, ceux de l'éducation nationale comme ceux qui ne sont pas dans l'éducation nationale. Et donc l'autre PAFI qu'on a mené, c'est plutôt avec des compagnons du devoir qui sont aussi avec les missions locales. Donc là, on a un tas de partenaires hors éducation nationale
qui rentrent en ligne de compte. Je vous ai mis cette infographie parce qu'elle les liste quand même de manière assez synthétique. Et ça peut vous donner aussi des pistes avec ses partenaires dans le cadre de l'APSAD, avec les CIO, pour que vous vous imprégniez des possibilités. Alors, voilà, les deux exemples concrets qui ont été menés cette année au lycée Mistral. Donc, on a déposé un projet APS l'an dernier, donc action de persévérance scolaire, pour un public essentiellement de seconde professionnelle qui, nous sommes nous dans du tertiaire, donc gestion, administration et commerce, vente, et des jeunes qui arrivent à travailler ce projet. Donc, décrochage très rapide et en même temps, un comportement dans l'établissement. Ils ne sont plus forcément en classe, mais dans l'établissement qui pose problème dans la relation aux autres. Donc, une nécessité de travailler avec ces jeunes qui semblent avoir une nécessité d'être au contact de jeunes de leur âge, c'est normal, qui semblent avoir une nécessité d'être dans l'établissement présent, qui sont dans la discussion avec les adultes, mais aussi beaucoup dans le conflit. C'est donc là ce diagnostic qu'on a fait, un petit peu ce que j'appelle des ateliers de respiration. Donc on a mis en ateliers rugby, des ateliers théâtre, et on a mis aussi en place des ateliers avec la mission locale dans le cadre de la présentation des métiers avec des lunettes 3D qui permettent voilà, de manière un petit peu ludique de faire comprendre à ces jeunes qu'il y a aussi une possibilité de réorientation, qu'on peut travailler ensuite sur des mini-stages dans les lycées. C'est-à-dire qu'on enclenche par cette semaine de remobilisation un certain nombre de travail individuel qui va être mené avec les psy-EN, qui va être mené avec la DDFPT, donc directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques, et avec les établissements voisins. On travaille en réseau, il ne faut pas travailler tout seul dans son coin parce que nous n'avons pas toutes les filières, on ne peut pas prétendre présenter une filière qui n'est pas dans notre établissement, mais on peut organiser tout ça. Peut-être le mentorat, parce qu'on propose du tutorat pour le suivi, mais on a couplé aussi avec du mentorat et on travaille notamment avec l'association Article 1 qui est en train de nous concocter un accompagnement un peu personnalisé par rapport à nos besoins. Ils viennent sur le terrain et ils adaptent leur programme de mentorat mené au niveau national à l'échelle de notre établissement. Donc on est là-dessus. Des choses que j'ai repris de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, c'est la question des informations collectives. C'est très important de pouvoir en amont préparer avec les parents, préparer avec les élèves la présentation du projet, parce que sinon il n'y a aucune adhésion possible. Des entretiens individuels. J'accélère un petit peu parce que je pense que je suis largement hors délai de ce qu'on m'avait donné, il n'y a pas de timer, mais je voudrais pas voilà, dépasser trop le temps. Mais s'il y a des questions, évidemment, on les prendra. Et là, un élève de terminale générale, donc pour vous dire voilà, que c'est pas que du professionnel qui doit être ciblé dans la lutte contre le décrochage, même si on constitue une part importante. On a des élèves de la voie générale qui peuvent aussi souffrir d'un certain nombre de choses. Et là, voilà, un travail vraiment fin avec la famille qui nous a permis, voilà, il est parti sur une démarche de devenir couvreur-zingueur. On l'avait envoyé dans des JPO parce qu'il était vraiment démotivé et lors d'une JPO, des compagnons du devoir, mais il s'est passionné pour ce métier. Donc on a travaillé avec la famille pour faire en sorte qu'il puisse quand même bénéficier de dispense de certains cours pour aller, par exemple, on l'a envoyé à Montrouge dans un lycée professionnel pour valider son projet de couvreur, donc il a fait un mini-stage là-bas. Il a pu partir à Nantes pour rencontrer la maison des compagnons et là il a trouvé un contrat dans une entreprise nantaise. Donc il commence en septembre et en parallèle, puisqu'il est en terminale générale, il ne souhaite plus aller vers le bac, mais il est élève chez nous, il a un PAFI TDO. On l'a inscrit à la mission locale, on lui a fait passer la SSR2, OPIX, tout ce qui en fait quand même va constituer son bagage pour préparer son changement de projet professionnel. Voilà. Bon, plein de points de vigilance, mais peut-être pour se concentrer sur un qui est quand même très important, c'est la question des moyens. Parce que j'ai déjà élaboré un petit peu peut-être quelques réponses sur les autres. Les moyens, bon, ben voilà, il faut pouvoir quand même compter sur un bon nombre de personnes pour se lancer dans des PAFI d'envergure. Donc,
le SAIO communique suffisamment sur comment aller chercher ces moyens. Mais en lycée notamment, vous avez avec le pacte enseignant, donc voilà, moi j'ai mobilisé le pacte pour avoir des professeurs qui sont vraiment dans cette gestion de ce type de projet. Et donc ça, c'est vraiment une nouvelle arme à la disposition des établissements pour agir collectivement. Le pass culture aussi, je ne sais pas ce qu'il en est dans vos établissements, mais la part collective, enfin moi sur mon établissement, il y a 35 000 € et on n'en avait que peut-être 10 000, 15 000 qui étaient utilisés. Donc on finance des ateliers théâtre sur ce pass culture, part collective. Et les partenaires culturels sont très à l'écoute de nos enjeux et de nos demandes. La com, il faut en faire parce que c'est très important. Donc un petit document présentant le papier, ça peut être pas mal. Et puis, pour vos chefs d'établissement, peut-être, puisque vous êtes un peu leur conseiller technique sur ce sujet, et pour permettre à nos collègues de l'académie d'avoir quand même un retour, un regard sur qui va faire des PAFI, de ne pas oublier d'inscrire sur la base élève l'aménagement du parcours, parce que ça permet aussi de voir qui fait quoi. C'est pas du cliquage, c'est la valorisation. C'est de la valorisation. Voilà, donc je vous ai mis les petites captures d'écran, mais ça a été envoyé par le SAIO aussi dans un petit vadémécom, dans un petit document explicatif. Voilà, donc en bas, dans le dispositif de personnalisation des parcours, vous avez le PAFI et le PAFI TDO. Voilà, donc la liste de toutes les ressources sur lesquelles je me suis appuyé pour vous présenter ça et qui vous permettent peut-être de lancer une réunion de travail sur le PAFI parce qu'il ne faut pas brûler les étapes. On n'arrive pas à un programme aménagé avec des partenaires dont certains sont gratuits parce qu'ils le font de manière bénévole parce qu'ils sont financés aussi par ailleurs dans le cadre de certaines politiques de communes. Mais voilà, il faut faire étape par étape. Et donc, voilà, ça peut vous permettre de lancer une réunion si les PAFI ne sont pas encore dans l'ADN de l'établissement. On avait prévu une diaporama aussi sur les ressources que nous avons réalisées en région académique sur le PAFI TDO. Je ne sais pas si elles vont s'afficher là. Si elles ne s'affichent pas sur ce diaporama, ces documents-là seront en ligne dans le diaporama. Je vous ai mis le lien dans le chat qui permet d'accéder aux ressources du forum et de la semaine de la persévérance scolaire. On a mis les 2 précédents diaporamas et on a mis le webinaire, la vidéo, l'enregistrement de la séance de la semaine dernière. Et puis là, on va essayer de faire un montage aussi pour que vous ayez accès à cet enregistrement et vous aurez le diaporama complet avec les ressources qui sont parues au bulletin académique. Mais ce sera peut-être plus simple pour vous de les récupérer de cette façon-là. Merci Jean-François. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que Jean-François Doumer vous a présenté? Vous pouvez mettre vos questions dans le chat, le clavardage, ou alors tout simplement prendre votre micro, ce sera un peu plus interactif. Si vous avez besoin de précision, vous avez des questions spécifiques. Si vous voulez nous faire partager votre expérience ou une difficulté que vous avez rencontrée ou au contraire, un PAFI facile à mettre en œuvre. Et s'il n'y a pas de remarques, nous poursuivons la formation. Pas de remarques? Candice, c'est à toi, j'enchaîne alors. Bonjour, moi je suis donc chargée de mission clause sociale de formation au SAIO et je vais vous parler donc de la clause sociale de formation du statut scolaire qui est aussi une forme de partenariat puisque on travaille avec des entreprises qui sont engagées dans des marchés publics, donc pour les ministères, pour des collectivités, et qui, en contrepartie de l'obtention de ce marché public, va proposer un parcours de formation à destination d'un élève décrocheur. Ce sont des parcours qui durent de 1 à 6 mois, proportionnellement en fait, c'est proportionnel au montant du marché que l'entreprise a obtenu.
et qui consiste concrètement en une immersion en fait en entreprise pour un élève. Donc, ce sont des parcours qui s'adressent, c'est une solution qui est individualisée et qui va s'adapter en fonction du profil, du projet professionnel du jeune, sachant que on travaille en concertation avec l'entreprise qui accueille le jeune et également en concertation avec son tuteur MLDS, donc qui peut être le coordonnateur MLDS, un RDS également. Afin de proposer le meilleur parcours aux jeunes en fonction de ce qu'ils recherchent. Donc, tout est en principe adaptable, c'est-à-dire que le volume horaire peut se découper. Il peut se découper, alors, au-delà d'un mois, hein, puisqu'on a décidé de ne pas découper un stage qui durerait un mois, puisqu'on estime que c'est une durée minimum pour un stage de découverte des différents métiers que va proposer l'entreprise. Mais si, par exemple, l'entreprise a un élève pour un mois et un autre élève pour 2 mois. Donc, sur la durée, ça peut s'adapter. Les horaires de travail aussi peuvent s'adapter. Alors, toujours pareil, en concertation avec l'entreprise, hein, évidemment. Et ce qui va s'adapter également, ce sont les missions qui vont être proposées aux jeunes, sachant qu'on peut proposer un parcours sur le cœur de métier de l'entreprise, par exemple Orange qui fait des télécommunications et de l'informatique, ou sur des fonctions de support, de l'administration, de la gestion de ressources humaines, etc., etc. Le principe de la clause sociale, c'est qu'on propose une candidature à l'entreprise, donc sous forme, j'en reparlerai après, mais sous forme de quand même CV, lettre de motivation, et on ne met pas les jeunes en concurrence, c'est-à-dire qu'on ne leur propose pas 3 élèves, c'est eux qui choisissent. On estime que le travail de sélection de l'élève a été fait en amont par le tuteur MLDS et que toute candidature doit être acceptée par l'entreprise, sauf souci, j'y reviendrai après, il se peut que l'entreprise refuse, mais elle doit motiver sa raison. Donc, le jeune va être suivi à la MLDS et par un tuteur sur place dans l'entreprise. Alors, à qui va s'adresser la clause sociale de formation? Donc, aux décrocheurs ou aux décrochés qui vont donc rester sous statut scolaire, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une convention de stage de l'établissement de rattachement ou une convention de stage MLDS pour les plus de 16 ans. En principe jusqu'à 25 ans, sauf qu'on va s'apercevoir que la majorité des élèves qui font des clauses sociales de formation ont entre 16 et 18 ans. Alors, petite restriction quand même, les élèves doivent être détenteurs d'une pièce d'identité ou d'un titre de séjour à jour. J'insiste parce qu'on a eu le cas d'élèves qui n'ont pas pu faire la clause à cause de ça. Les entreprises, bon, ça ne s'est pas passé simplement. Un élève de Montréal également peut compléter sa préparation au bac si son emploi du temps le permet, s'il a 3 jours de libre par exemple. Pareil, à voir avec l'entreprise parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a encore des entreprises qui sont en télétravail partiel. Donc, ça se discute et ça s'aménage. Ça peut être des élèves donc, issus de collège, mais plus de 16 ans, donc c'est quand même assez rare. Lycée professionnel, lycée général ou éventuellement CFA. J'accélère un petit peu donc, pour le cadre dans lequel ça peut être utilisé, la prévention du décrochage, donc le PAFI dont on a parlé juste avant. Une PFMP en retard pour des élèves décrocheurs et qui auraient la possibilité d'avoir le bac s'ils rattrapent des semaines de PFMP en retard. Et la clause sociale, c'est aussi une solution proposée, qui peut être proposée en GPDS. Donc, ça peut être aussi donc, une action MLDS, le dispositif EPLE, et ce dont on a recours aussi pas mal, c'est le droit au retour en formation, et surtout l'obligation de formation des 16-18 ans, c'est la majorité des élèves qu'on accueille en clause sociale de formation qui sont dans ce cadre-là. Et le nouveau dispositif Ambition Emploi également. Alors, comment ça va se passer concrètement? Donc, il y a un lien qui répertorie les offres de parcours d'entreprise. Un petit tour des différents domaines de stage principalement
dans le social de formation. Alors, de l'informatique, du commerce, la gestion administration. On a quelques clauses en communication, quelques clauses en accueil, visuel aussi. Là, pas en ce moment parce qu'elles ont été, les stages ont été effectués. Il arrive qu'on ait des stages en cuisine aussi, après dans différents domaines, sachant que les offres arrivent au fil de l'eau, donc on peut avoir des choses, des offres un petit peu différentes, mais je ne sais pas quand ça tombe. Il y a aussi des domaines où il faut des habilitations, comme l'électricité, le BTP et la mécanique auto. C'est assez compliqué de mettre en œuvre ces clauses. Si ce n'est pas dans le cadre de filières où les élèves ont déjà eu une expérience, parce qu'ils demandent des formations en sécurité et une visite médicale. Alors, par exemple, pour l'électricité, ça peut rentrer dans le cadre de PFMT qui vont être complétés puisque l'élève aura déjà passé la formation. Mais pour un élève qui ne connaîtrait rien à l'électricité, on a pu constater que c'était très compliqué à mettre en œuvre. Et c'est une des raisons pour lesquelles les clauses sociales ne peuvent pas se faire, que l'entreprise refuse un élève, c'est parce qu'il n'a pas fait ce stage de sécurité et donc il ne répond pas aux conditions d'accès à l'entreprise. Voilà, parce qu'en principe, ça devrait être à l'entreprise, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit, ça devrait être à l'entreprise de prendre en charge financièrement cette formation. Et bon, ils considèrent qu'eux, ils accueillent l'élève en stage, mais voilà, c'est tout. Donc voilà les domaines principaux en fait, dans lesquels on va avoir des stages. Il peut y en avoir d'autres actuellement. Voilà pour les domaines. Alors, par rapport au rôle du tuteur MLDS qui va encadrer un élève dans le cadre de cette clause sociale de formation, donc ça, c'est une fois que le parcours a été choisi, que l'entreprise a été avertie. Moi, je mets en contact les différents tuteurs donc pour avoir des précisions, comme je disais tout à l'heure, supplémentaires sur les besoins de l'élève et, important, de fixer une date pour le rendez-vous de présentation auquel le tuteur MLDS doit participer. C'est important parce que les rares fois où l'élève s'est présenté dans l'entreprise sans son tuteur, ça s'est soit pas très bien passé, soit la clause ne s'est pas faite. C'est vraiment important que l'élève soit encadré. J'ajouterais également que c'est important de poser le cadre avec l'entreprise quand on est tuteur, vraiment de dire qu'on n'est pas dans un entretien de recrutement, il faut le prononcer, je pense, tel quel. Ça pose déjà le cadre de la clause sociale. Parce que quelquefois, on se retrouve avec des RH qui ont l'habitude de faire du recrutement et qui vous accueillent comme en recrutement. Et là, c'est à vous de dire non. Alors, je le précise en principe avant à l'entreprise en leur rappelant, en leur disant ou en leur rappelant que la réunion, ça ne sera pas un entretien d'embauche, c'est bien un rendez-vous de présentation. Donc, on part du principe que l'élève va faire son stage dans l'entreprise et qu'on est là pour déterminer donc ses besoins en termes de mission, les aspects pratiques, toute question qui peut être abordée sur ce qu'il va faire réellement. La présentation des locaux, de l'équipe, etc. etc. Voilà, donc oui, en effet, le travail, c'est arrivé qu'il y ait l'année dernière, donc des réunions qui se sont passées comme ça. Ça ne doit pas être le cas, normalement. De toute façon, pour une première clause sociale de formation, tu peux accompagner ou en amont ou éventuellement en fonction des dates te rendre disponible pour accompagner le tuteur MLDS, surtout quand c'est le référent décrochage scolaire ou quand c'est un CPE de l'établissement. Oui, même ça peut être aussi un enseignant. Oui, pour tu peux accompagner en amont pour préciser l'objet de cette première rencontre entreprise jeune. Et si besoin, tu peux aussi, si tu es disponible, les accompagner. Enfin, être présente le jour de cet entretien-là. Donc voilà pour l'entretien la réunion de présentation. L'autre chose importante, c'est la convention de stage, puisque évidemment, donc, ils sont sous statut scolaire. Alors là encore, comme pour le PAFI,
Il faut aussi quelquefois rappeler aux parents, parce qu'on a eu des blocages aussi avec certains parents qui disaient il va être en entreprise, donc ça veut dire que vous le poussez dehors, c'est fini, il ne peut plus revenir après. Le but, c'est que le stage lui permette aussi de revenir à une orientation choisie et de repartir sur une formation. Voilà, donc ça c'est pour le démarrage. Suivre la réalisation du parcours et ajuster éventuellement les missions, les horaires, les dates, s'il y a des choses qui sont à modifier. Ah oui, par rapport à la convention de stage, puisqu'ils sont sous statut scolaire, par rapport aux dates, ça veut dire que la période où l'établissement est fermé, l'élève ne peut pas être en stage. Donc, ça peut être toutes les vacances scolaires, ça peut être aussi une semaine de vacances scolaires, la semaine où l'établissement est fermé. Éventuellement, s'il est ouvert la deuxième semaine, l'élève peut éventuellement être en entreprise, mais il faut en tenir compte aussi dans les dates qu'on va inscrire sur la convention de stage. Donc, le suivi peut se faire par téléphone. Moi, je passe quelquefois un coup de fil ou j'envoie un message pour savoir si tout se passe bien. Je reste en copie des échanges entre les tuteurs. Et à la fin, il y a un bilan final qui va être réalisé donc, avec les tuteurs au sein de l'entreprise et l'élève, qui est sous la forme d'un bilan croisé. En fait, c'est une grille de compétences assez générale qui va être remplie par l'élève et son tuteur en entreprise, qui peut être soit remplie au fur et à mesure du stage, soit à la fin. Ça permet à l'élève de se situer un petit peu par rapport à ce qu'il aura, par rapport aux compétences qu'il aura abordées. Ça permet d'envisager une suite à donner, ou en tout cas des pistes, du moins des pistes. Et c'est aussi accessoirement un document contractuel pour l'entreprise qui va justifier grâce à ça le fait qu'elle a réalisé le stage. Alors évidemment, si la clause est utilisée pour compléter une PFMP, puisque ça c'est le cas depuis cette année, depuis septembre 2023, il faut évidemment prévoir la visite d'un enseignant de la matière en cours de stage pour valider, ou à la fin, pour valider les compétences nécessaires à l'obtention du diplôme. Alors, quand on dit complément de PFMP, c'est uniquement dans le cadre, pour les élèves qui ont 3, 4, 5, 6, voire plus de semaines à rattraper, pas dans le cadre d'une PFMP classique. La clause sociale ne remplace pas une PFMP classique, c'est vraiment pour des élèves première terminale qui ont accumulé du retard et qui donc sont en situation de décrochage et qui seraient en difficulté pour obtenir leur examen. Voilà. Alors, par rapport aux objectifs de cette clause sociale, alors je vais peut-être aussi donner quelques exemples d'élèves qui sont entrés dans ce dispositif. Donc, généralement, ça permet aux élèves de confirmer ou non un choix d'orientation qu'ils ont eu et qui, du fait qu'ils n'ont pas eu d'expérience en entreprise, va leur permettre de passer un petit peu d'un statut d'imaginaire à une réalité de travail et pouvoir choisir en connaissance de cause. Ça permet aussi donc d'acquérir, si le choix d'orientation n'était pas confirmé, d'acquérir malgré tout une expérience du monde du travail et d'être pris en charge dans un environnement où il est vraiment tutoré des deux côtés, ça j'en ai déjà parlé, mais où on va lui confier des tâches. C'est-à-dire que la clause sociale ne doit en principe pas être un stage d'observation, même s'il y a évidemment une phase d'observation. L'élève doit être amené quand même à être actif. Et ça permet souvent simplement à l'élève de reprendre confiance. On parlait tout à l'heure avec le PAFI des profils d'élèves qui vont être choisis en fait par la MLDS pour intégrer une clause sociale. C'est des élèves qui ont simplement besoin de découvrir le monde du travail, de reprendre confiance en eux, de reprendre un petit peu d'estime d'eux-mêmes. Et pour des élèves qui ont des soucis de harcèlement, des soucis de phobie scolaire, un problème avec les camarades,
le fait de se retrouver dans un environnement bienveillant d'adultes qui le prennent en charge, ça peut déclencher un certain nombre de choses. Donc, un des objectifs, c'est de redevenir usager de l'éducation nationale, mais bon, il est possible sur du conseil d'une entreprise, en collaboration avec ses tuteurs, l'élève parte sur un autre projet. Il y a une élève l'année dernière qui a fait un stage en cuisine qui a débouché ensuite sur une alternance, pas dans cette entreprise, mais dans une entreprise amie, on va dire. Comme le stage s'était bien passé, la référente entreprise l'a recommandé pour une alternance dans une autre entreprise. Il est possible de faire une autre clause sociale dans la limite de 6 mois. De 6 mois, c'est ça, de 900 heures. Un élève, c'est arrivé l'année dernière, un élève peut faire un mois dans une entreprise, puis un mois dans une autre entreprise du même domaine ou pas. Voilà. Il arrive aussi que l'entreprise propose en interne à l'élève un dispositif qu'elle a, par exemple un dispositif de formation en interne, un contrat d'apprentissage, j'en ai parlé, éventuellement une embauche. C'est arrivé l'année dernière c'est arrivé même en septembre chez Orange, un élève qui a fait un stage et qui a débouché sur une formation en interne et suivi d'une embauche. Voilà, donc ça, c'est des pistes possibles après une clause sociale de formation. Est-ce qu'il n'y a pas de... Oui, alors les documents qui sont nécessaires pour la clause sociale de formation, c'était la dernière... Voilà. Alors, oui, donc le CV, la lettre de motivation du candidat à la clause, éventuellement, mais quelquefois, ça peut se faire aussi par téléphone, une fiche de positionnement, c'est-à-dire une fiche où vous allez m'indiquer un choix d'entreprise ou plusieurs. Il arrive quelquefois qu'il n'y ait qu'une seule entreprise qui convienne au souhait de l'élève, donc voilà. S'il y a plusieurs possibilités, on les indique. Donc, soit sur une fiche de positionnement par écrit, soit par téléphone, on peut en discuter. La convention de stage, donc signée par l'élève ou ses parents, l'entreprise et l'établissement, qui est nécessaire pour commencer le stage. Alors, par rapport au modèle de convention, moi, je fournis une convention de stage qui est un modèle de PFMP qui est adapté pour la clause sociale de formation. Vous pouvez aussi utiliser les conventions de stage de l'établissement. Le modèle doit être voté au CA, je crois, mais ça fonctionne dans les deux cas. Et le bilan croisé, dont j'ai parlé tout à l'heure, que je vous fournis aussi, c'est une grille au format Word, avec des compétences à cocher. Pour les papiers, en tout cas, c'est tout ce qu'il faut pour la clause sociale de formation. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien complet. Moi, je pense qu'il y a des questions. Oui, tu as abordé tous les points. Là, vous êtes prêts avec tous ces renseignements pour appeler Candice dès demain matin. Alors, il y a le lien avec les offres qui sera en ligne dans le document, dans le diaporama. C'est là que voilà, c'est plus simple. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas si on peut le voir. Non, je crois que ça va pas. Je sais pas. Alors, il arrive que le lien ne fonctionne pas quelquefois selon les versions que vous avez. Je peux, si vous me le demandez, je vous le renvoie. Et là, maintenant, je sais si on va pouvoir le mettre en ligne avec nos difficultés techniques. On pensait que cette semaine serait meilleure, que ce serait plus simple, plus fluide que les semaines précédentes, mais à chaque webinaire, sa difficulté. En attendant, si vous avez des questions à poser à Candice, le lien est bon. À propos des clauses sociales, peut-être si on a été trop tard, on a été coupé, peut-être que vous... Peut-être, oui, je peux parler rapidement des délais de mise en œuvre de la clause sociale de formation qui peuvent être assez variables. Alors, pourquoi pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que toute candidature devait être acceptée par l'entreprise. Oui, sauf que moi, quand j'ai à ma disposition des offres, j'ai un contact dans l'entreprise. Quelquefois, je n'ai pas de demande tout de suite, le temps que je contacte l'entreprise.
La personne est partie, elle était remplacée par quelqu'un d'autre. Quelquefois, ça prend du temps de retrouver le bon interlocuteur pour pouvoir placer l'élève en stage. Ça, c'est des choses que j'essaye de prévenir, mais c'est pas toujours possible. Je contacte les entreprises en amont, mais parfois, entre le premier contact pris avec l'entreprise et la demande que j'ai émanant d'un coordo pour un élève, il y a eu encore des changements. Qu'est-ce que ça peut être également? Ça peut être le fait que, oui, c'est ça, une entreprise, normalement, doit accepter l'élève, sauf que si c'est une petite entreprise, ils vont aussi accueillir des élèves dans d'autres cadres, par exemple une clause sociale d'insertion, un alternant. Ils n'ont pas toujours les possibilités matérielles d'accueillir plusieurs stagiaires en même temps. Donc, ça peut bloquer aussi à cause de ça. Voilà, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des problèmes de déménagement, de locaux. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles, malheureusement, les délais de la clause sociale peuvent être anormalement allongés. Et en général, comme tu fais un travail de contact en amont, Voilà, ça peut aussi démarrer très vite, en quelques jours, c'est possible aussi. Donc voilà. La seule chose, c'est qu'effectivement, si je vois que c'est compliqué à mettre en œuvre, je vais peut-être à un moment donné vous indiquer, vous proposer de faire un autre choix ou de mettre en attente le temps que ça se débloque, parce que je n'ai pas toujours la possibilité de vous proposer une alternative à la clause que vous avez demandée. Voilà, par rapport au délai. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va enchaîner avec la troisième intervention, Stéphanie Labron-Castéran, sur le service civique alterné. Service civique alterné ou pas? C'est pas obligatoirement le service alterné. Alors, service civique alterné ou pas? Voilà. Donc, également une solution pour encourager la persévérance et se remobiliser. Alors, donc, si on... Deux petites secondes. Je parlais un peu d'historique du service civique. Oui. Les pionniers dans le domaine du service civique, c'est l'association Unicité, que certains connaissent, hein, qui propose souvent des services civiques dans des actions MLDS comme Booster. Donc, c'est les premiers à avoir créé le service civique. De mémoire, je crois que c'est en 1995. Les 3 étudiantes de l'ESSEC qui se sont organisées en association pour permettre à des jeunes d'entrer dans des missions de solidarité, et vous avez 2 axes, la solidarité et le développement durable. Unicité, vous avez le lien, hein, et vous pourrez aller sur le site d'Unicité, et il y a vraiment beaucoup d'informations sur Unicité. Donc voilà, en 95, il y a eu ces premiers services civiques, et puis en mars 2010, le statut de service civique a été reconnu avec donc la loi du 10 mars 2010 et la création de l'Agence nationale du service civique, et là qui instaure le service civique comme une solution de formation pour les jeunes de 16 à 25 ans, 30 ans même en situation de handicap. On peut quand même le rapprocher quelque part du service national, puisqu'on était, pour le service national, c'était les objectifs étaient la cohésion nationale, l'idée d'être volontaire, de servir les valeurs de la République. Bon, la défense en moins, mais voilà, ça permettait de s'engager dans un projet collectif. Et aujourd'hui, le service civique remplace ce domaine, avec également une idée de mixité sociale. C'est très important pour l'agence du service civique. Et donc, on propose des missions d'intérêt général voilà, auprès d'une personne morale agréée. Donc, la personne morale agréée, c'est une association ou alors une administration. Hein, les services civiques sont proposés par des assos ou par des administrations. L'éducation nationale donc, propose des services civiques. Quand vous recevrez les documents, j'ai un peu peur d'aller sur les liens, je ne sais pas si on va y arriver, mais donc vous avez le lien Unicité, le lien, voilà, ça marche, hein, super. Bon, voilà, vous pourrez aller vous promener sur le lien Unicité.
Voilà, il y a pas mal de... Vraiment, pas... tout est indiqué sur le lien d'unicité, mais il y a également, on peut refermer ce lien. Donc c'est là. Non, non, pas celui-là. Voilà. Que je ferme ça. C'est celui-là qu'on peut fermer, oui. Non, mais ou sinon tu reviens pour la présentation service civique. Ouais. Il y a également un lien vers la présentation du service civique, là avec les petits personnages. Alors bon, alors, ça va. Ça va permettre de, dès qu'on aura... Vous avez entre 16 et 25 ans, jusqu'à 30 ans si vous êtes en situation de handicap. Vous êtes ouvert à de nouvelles expériences? Le service civique est fait pour vous. Le service civique, c'est un engagement volontaire de 6 à 12 mois au service de la société. D'une durée hebdomadaire de 24 heures minimum, seule la motivation compte pour effectuer une mission dans l'un des 10 domaines d'action proposés en France ou à l'étranger. Solidarité, éducation pour tous, culture et loisirs, santé, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, citoyenneté européenne, intervention d'urgence en cas de crise, développement international et action humanitaire. Par exemple, inclure par le sport des personnes souffrant d'autisme ou préserver l'environnement, lutter contre l'isolement des personnes âgées ou bien accompagner des actions éducatives auprès d'enfants. Il y a forcément une mission qui vous correspond près de chez vous. Parmi des milliers d'annonces proposées sur le site service-civique.gouv.fr. Voilà. Donc ça, bon, cette vidéo, vous pouvez la présenter à un jeune qui aurait envie de faire un service civique. Le gros bémol et le warning, c'est vraiment la situation administrative du jeune. Là aussi, on est vraiment lié à sa situation administrative. On doit avoir un jeune donc, qui est soit de nationalité française, soit qui a un titre de séjour qui couvre toute la durée du service civique. Ça, c'est vraiment important. Voilà, un jeune peut être en situation régulière à l'entrée du service civique, mais si son titre de séjour s'arrête 2 mois après, il ne pourra pas rentrer. Ça, c'est un peu difficile parce que bon, j'en parle en connaissance de cause. Voilà, on a eu des élèves qui ont mal vécu, ont très mal vécu ce. Bon, là, ça reprend, cette slide reprend ce qu'on vient de dire, à part l'indemnisation qui n'a pas été. Qui n'était pas indiqué. Donc, ça permet à un jeune d'avoir 620 € par mois d'indemnisation. Voilà, 504, 505 à peu près payés par l'État et 115 par l'organisme d'accueil. Voilà, 24 heures. Donc, ça, ce serait pour les services, le temps de mission de service alterné, jusqu'à 35 heures en temps complet. Voilà, les vidéos, on les a vues. Alors, moi, ce que je vais vous proposer peut-être, c'est 2 entrées de service civique. D'un côté, le service civique proposé à des élèves d'un établissement, donc notamment le lycée Jean Renoir, d'un côté, et d'un autre côté, le service civique qui serait proposé en extérieur dans le cadre d'un PAFI TDO pour des élèves issus de GPDS et qui voudraient faire un service civique. Donc, on va commencer par le parcours d'un jeune en service civique au lycée Jean Renoir. Voilà, donc j'ai fait le parcours de Jérôme. Je vous propose le parcours de Jérôme qui est rentré en service civique. Il rentre en octobre, donc avec un emploi du temps. Donc, ouais. Donc voilà, donc quand Jérôme est entré en service civique cette année, voilà l'emploi du temps qui lui a été proposé. Je vous présente également le MOREA. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que sont les MOREA. Ce sont des dispositifs MLDS qui permettent à des élèves qui ont passé déjà 2 fois le bac de le repasser une 3e fois. Voilà, ils le repassent une 3e fois. Donc, on n'a pas la même DAG pour un MOREA que pour une terminale classique. Donc, c'est plutôt à passer le bac. Voilà, donc c'est un emploi du temps plus light. Là, je pense que Jérôme, il doit être sur à peu près 17 heures, 17 heures de cours. Voilà. Il a une journée complète de vie.
Ouais, il a le Une vendredi, journée- le samedi, et on verra journée tout à l'heure. Ouais. J'ai une journée complète de libre avec le samedi. Donc voilà, donc il est rentré début octobre. Voilà, il a commencé à faire ses cours, à prendre ses marques au lycée. Il s'est inscrit au bac mi-novembre. Et à partir des inscriptions au bac, enfin, nous, on commence aussi à connaître les jeunes. On leur présente le service civique. Donc, on leur passe les vidéos qu'on vous a présentées. On leur présente les missions et voilà, on propose aux élèves qui le souhaitent de faire un service civique au lycée Jean Renoir. Donc, les missions de l'éducation nationale, je pense qu'on peut aller sur la petite... hop, ouais. Voilà. L'éducation nationale propose 10 missions. Sur le lycée Renoir, nous en avons obtenu 4. Donc, c'est contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire, participer à une meilleure information des élèves sur l'orientation, contribuer à l'animation de la vie lycéenne en milieu scolaire. Voilà, donc ça, les élèves sont sur ces 4 missions. Oh, je suis désolée. Le petit pas. Hop, on était sur. Non, Présentation ouais, du service. Voilà, donc ils vont se positionner sur une mission et également leur demander d'envoyer un CV et une lettre de motivation avec une date butoir. Bon, là, c'est vrai que le cadre du service civique commence, on est assez rigoureux. On donne 5 jours, pas plus, avec une heure. Voilà, merci de nous l'envoyer avant le vendredi soir 18h. Et s'il l'envoie le samedi, non, c'est trop tard. C'est assez rigoureux à ce sujet. Et ensuite, on va leur permettre de participer à une épreuve de sélection qu'on organise au lycée. Voilà, avec une épreuve de sélection qui va nous permettre de mesurer un peu la force de proposition du jeune, de voir un petit peu sa créativité, son aspect pratique, de voir un peu comment il se comporte dans un groupe. Donc, on va former des groupes de 4. Et là, cette année, les 2 sujets, puisqu'il y avait quand même la question du harcèlement qui était rajouté dans l'émission, on leur demande d'organiser une campagne contre l'homophobie au lycée. On leur demande de choisir, déjà, que l'équipe se mette d'accord sur un des 2 projets, en sachant que le projet homophobie marquait des points. Plus de points peut-être que l'orientation. Ça permettait quand même de voir si le groupe était capable de se mettre d'accord sur cette thématique, quelquefois peut intimider les élèves. On leur a donné 30 minutes pour réfléchir, avec un retour du groupe et un rapporteur qui a présenté le projet de chacun. Et ensuite, en individuel, ils proposaient une idée de projet, une direction des élèves en lien avec leurs intérêts et leurs compétences. Voilà. On s'est arrêté là, on s'est réunis après en jury au lycée et on a retenu. Alors cette année de mémoire, je pense qu'il y avait 8 élèves qui se positionnaient. On n'avait que 6 possibilités de service civique, donc on a dû en retenir que 6. Voilà, ça a été bon. Du coup, en même temps, ça a été l'occasion de le présenter aux élèves. Les 2 qui ont été écartés pas finalement si mal vécu que ça. On avait un peu peur qu'ils décrochent en Montréal. Non, ils sont toujours là. Voilà. Donc, ça, c'était la sélection. Donc, alors après, on revient sur les petits pas. Il faut savoir qu'en établissement, on a un tuteur service civique. Là, on est 2 tuteurs. Pour 6 services civiques, c'est pas mal. Donc, moi, je suis tutrice avec la référente également du Montréal. C'est moi qui me suis occupée de gérer tous les dossiers des élèves. Et quand même, il y a tout un dossier administratif par élève à récupérer, alors aussi avec des dates. Le service civique à la DSDEN, qui est très précieux. Sur le 93, c'est M. Giquel qui fait un travail extraordinaire. Voilà, donc on travaille avec lui. Chaque année, vraiment, on est sur le même timing. En décembre, c'est les services civiques. Et on arrive à signer les contrats juste très souvent le vendredi avant les vacances de Noël pour qu'un démarrage
en début d'année, parce que passé le 1er janvier, ils ne peuvent pas rentrer en service civique. Donc voilà un peu, on va peut-être écouter la tutrice qui va nous parler des missions des services civiques. Voilà, donc Patricia Mesrock. Alors, en ce qui concerne la plus-value apportée par les élèves en service civique au lycée Jean Renoir, donc cette plus-value apportée à l'établissement, elle est dans un premier temps en ce qui concerne donc le climat scolaire, qui contribue justement au climat scolaire, à un climat scolaire apaisé, sachant que la mission de ces élèves en service civique est donc sont des lycéens. Ça ouvre donc un lieu d'accueil à destination de tous les élèves de l'établissement en dehors de leur temps de cours, donc un lieu d'accueil chaleureux. Et également, ils proposent donc des animations et mettent à disposition des jeux. Cela consiste en des tournois, par exemple, de baby-foot, des tournois de jeux de société, et également un atelier karaoké. C'est le gros plus pour l'établissement, un lieu à destination de tous les lycéens. Et dans un second temps, ça apporte également une connaissance sur le service civique aux lycéens, qui souvent ignorent un petit peu en quoi cela consiste. Nos élèves en service civique les renseignent à ce sujet. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est à la maison des lycéens. Ils peuvent également être en salle de travail au collège pour aider les élèves collégiens. Et il y a Alvin également qui travaille avec 2 PP sur la mission orientation. Lui, c'était un domaine qui l'intéressait. Donc voilà, cette année, on voit Alvin, Gundo, Jana, Jérôme, qui sont les 4 services civiques du lycée Renoir, en sachant qu'il y en a 2 qui sont au lycée Madeleine-Léonie. Voilà. Et donc, on se doit d'apporter au service civique. Donc, ils ont une formation citoyenne et civique et citoyenne qui est proposée par la FOL, la Fédération des œuvres laïques. Dans le petit bouquin, là, vous avez tout le catalogue des formations civiques et citoyennes. Non, pas. Ah, on n'est pas autorisé à y aller, mais je pense que si on vous envoie ça a marché ce matin. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Ça, on leur doit également une formation sur le secourisme. Hein, ils vont passer tous leur PSC1. Et on leur doit également un accompagnement sur leur projet personnel et leur projet d'orientation. Alors là, pour le coup, on va coupler avec le projet des Moréas, puisque tous les élèves de Moréas ont 2 heures de projet par semaine, sur lesquels ils travaillent sur leur projet d'orientation, sur leur Parcoursup. Voilà, donc là, ces 2 heures de cours de Moréas sont inscrites dans les 24 heures du service civique. Alors, l'emploi du temps du service civique, début janvier, démarrage, complètement sur la gauche, là, voilà. Là, on va voir que l'emploi du temps de Jérôme, c'est bien étoffé. Ah, non, zut. C'est là, peut-être, si je me suis trompée, vas-y, ouais. Voilà. Donc là, Jérôme, il est plus de 40 heures au lycée par semaine. Tous les matins. Alors, il faut savoir qu'il y a des temps quand même qui sont un peu... il n'y a pas une affluence à la maison des lycéens ou en salle de travail. Donc, ça leur permet quand même de travailler pour eux. Et c'est aussi... voilà, c'est intéressant pour des élèves qui habitent un peu loin, qui ont du mal. Vous voyez, quand il y a des trous entre les cours, quelquefois, l'an dernier, ils avaient tendance à sécher. Là, ils sont en service civique, donc ils sont là. Ils sont là, ils pointent, donc il n'y a pas photo. Ils sont avec nous et jusqu'à présent, tous les élèves qui ont fait un service civique dans l'établissement ont eu leur bac. Qu'est-ce que l'accompagnement de l'élève volontaire? On est sur, voilà, on a aussi l'accompagnement de l'élève volontaire en service civique. Il va bénéficier de Sofro, il va bénéficier donc de l'accompagnement au projet d'orientation. Il va avoir un atelier d'éloquence qui va le préparer au grand oral, mais pas que, qui va aussi l'aider à peut-être trouver un job d'été, enfin passer des entretiens. Ça, c'est vous qui avez fait ce choix-là de module? Oui, d'accord. Oui. Ça, c'est dans le module accompagnement. Voilà ce qu'on propose. Et puis, on travaille pas mal la projection
Voilà, avec mon CV. Et aussi sur comment je me vois personnellement dans 20 ans. Avec la sophro, on n'est pas que sur l'orientation, on est aussi sur des projets de vie. On a beaucoup de discussions sur la vie, comment, là, la semaine dernière, c'était le cancer, par exemple, les jeunes filles s'interrogeaient sur le cancer, on a parlé. Donc, voilà, on revient sur notre petit pas, sur les petits pas vers la réussite. Donc, là, ce sera pas le parcours de Jérôme encore, parce que lui, il n'en est que là, mais on a interrogé les élèves de l'an dernier, bac et résultats. Voilà. Et bon, voilà. Donc là, c'est divers éléments. Un nuage de mots à la fin du service civique l'an dernier, l'attestation de service civique qu'ils vont pouvoir mettre dans leur CV et dans leur Parcoursup, hein, d'ailleurs. Ça, c'est leur engagement au service civique est valorisé dans Parcoursup. Ça, nous, on le valorise sur le bulletin. Là, bon, on a les photos de l'an dernier des élèves qui sont venus chercher leur diplôme. D'une élève qui était diplômée avec son prof de maths et sa tutrice. Et puis, j'ai interviewé Ryan. Qu'est-ce qu'on va voir C'est d'avoir Ryan. Ryan. Qu'est-ce que ce service civique vous a apporté? En quoi ça vous a aidé? Ça m'a apporté beaucoup d'autonomie, de rigueur. Déjà de me déplacer de là où j'habitais pour venir pour faire cela, ça a permis de m'automatiser un petit peu plus dans la vie de tous les jours, même ça m'a rappelé de bonnes habitudes. D'être beaucoup plus sociable, de venir vers des gens que je ne connaissais pas forcément, qui avaient 1 à 2 ans d'écart avec moi. Du coup, de socialiser un peu plus avec les gens. À mon habitude, je vais vous demander un mot pour définir le service civique. La chance. Voilà, pour Ryan, c'est une chance. Je pense que ça ne l'est pas que pour Ryan. Amine, en l'occurrence, lui, ce qu'il a pointé qui était intéressant, c'était l'autorité. Et je pense que plus on entend, il dit même dans ma famille, ils m'ont trouvé plus autoritaire. Et ce que je trouve, je pense, en fin de compte, c'est plutôt de l'affirmation de soi. Je pense que ce que lui appelle l'autorité, je pense qu'on peut le traduire plus par de l'affirmation de soi. Vraiment, même sa famille a trouvé que, voilà, il était plus autoritaire et je pense qu'effectivement, il s'affirmait peut-être plus au sein de sa famille. Voilà voilà tout ce qu'on peut dire sur un parcours d'un service civique au lycée Jean Renoir. Ça crée quand même, il y a 4 adultes de plus aussi dans le lycée. Hier, par exemple, ils ont vu qu'il y avait une dégradation, ils nous ont fait une photo, ils l'ont envoyée en disant, tenez, on vous signale qu'au 3e étage, le plafond est tombé. Ils se sentent adultes, ils communiquent, ça leur apprend à communiquer, ça leur apprend à rendre compte. On se voit également tous les 15 jours, on fait une réunion de service civique et c'est là qu'ils nous proposent un peu leur projet. Je pense que ça les fait agrandir sur travailler en équipe. Ils apprennent vraiment à grandir. Voilà pour les élèves du lycée Jean Renoir. Maintenant, en GPDS, on peut aussi tout à fait, dans le cadre du BAFI-TDO, proposer un service civique, comme on proposerait une clause sociale, on peut également proposer un service civique. Là aussi, ça demande vraiment un accompagnement. Là, pour le coup, il faut chercher la mission. Alors, donc, le profil du jeune, là aussi, c'est un jeune de 16 ans minimum en situation régulière. On a besoin de temps avec ce jeune, parce que là, pour un service civique, comme c'est minimum 6 mois, entre le temps de préparer la mission et les 6 mois, c'est presque une année scolaire. Hein, donc, il faut y penser vraiment en amont. Ou alors, le service civique peut continuer sur le mois de juillet, mais ça arrête mi-juillet. Donc, c'est pareil, c'est un peu… J'apporterai peut-être une petite précision. Tu allais peut-être en parler, Stéphanie, mais il est important de dire qu'on ne s'engage pas à la légère dans un service civique parce qu'on s'engage une fois. Lorsque le contrat est rompu,
il n'y a plus de possibilité pour le jeune de réintégrer un nouveau service civique. C'est vrai qu'on n'a pas dit que faisait qu'un service civique dans sa vie. On peut lisser des missions, on peut changer de mission dans le même cadre d'un service civique, mais il ne peut pas y avoir de rupture. Donc, alors, les besoins le prérequis, donc c'est effectivement un jeune pour lequel l'école n'a plus de sens. Effectivement, un jeune qui a un peu perdu l'estime de lui-même. Toutefois, il faut quand même qu'on ait un jeune qui ait des centres d'intérêt et des valeurs. Il faut qu'il y ait quelque chose qui résonne chez lui pour lui permettre de pouvoir déjà réfléchir à des missions, à des domaines de mission. Donc, ceux qui sont intéressés par la santé, ceux qui sont intéressés par le développement durable. Il va falloir quand même aller fouiller du côté des missions. Un jeune qui sera quand même soucieux de son avenir. Alors, quand je dis un jeune mature et autonome, ça leur apporte de la maturité, mais il faut quand même qu'il y ait un peu d'autonomie. Il faut que il puisse prendre les transports tout seul, il faut qu'il puisse aller sur Paris, parce que souvent, les missions de service civique, là, au lycée Jean Renoir, elles sont effectivement dans la cour, mais en général, il va falloir quand même bouger pour faire son service civique. Donc, on demande une certaine maturité. Complètement. Certes, qui est grandissante au fil du temps, mais qui tout au long du service civique, mais tout à fait. Ça demande quand même. Et donc, le service civique, comme la clause sociale, il va falloir vraiment l'accompagner. Donc, ça passe déjà par le GPDS, par le GPDS et le RDS, et surtout par l'accompagnement par un tuteur. Parce qu'on va devoir aller sur le site du service civique. Alors, est-ce qu'on peut. Là, c'est intéressant de voir un peu justement les missions. Est-ce qu'on peut y aller ou pas? Ouais. Voilà. Donc là, par exemple, si on tape sport Paris. Merci Stéphanie. Paris, non, localisation, dans l'autre. Ah oui, pardon. Voilà, on aurait un jeune qui a envie de faire une mission dans le sport et puis Paris, par exemple. Quels sont. Oui, 75. On parle mutualisme possible. Voilà. Et là, normalement, on devrait défiler. Hop, hop, hop. Voilà. Par exemple, on voit que à partir du 1er avril, on va pouvoir entrer à l'assaut ADB Sport Santé qui promeut les publics sensibles, les SDF. Appui, qu'est-ce qu'on a là? Dans le 14e, appui aux sections handisport et sport adapté. Vous voyez, il y a quand même pas mal de missions qui sont proposées. Voilà. Il y a 39 missions. Ouais, c'est quand même intéressant. Et voilà, et dans tous les domaines. Voilà. Donc là, on a un élève, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, justement, de dire aussi, c'est que justement, les élèves, notre élève qui n'a pas été retenu au service civique cette année, parce que il était un peu passif, c'était un peu compliqué pour lui, et surtout, il était arrivé un peu tard dans le Moréa. Donc, on n'a pas misé sur lui, mais n'empêche que dans le Montréal, le Montréal déjà le fait grandir énormément, et l'an prochain, il veut faire un IFSI. Il veut devenir infirmier, et si jamais il n'est pas retenu en IFSI, l'idée justement, c'est de faire un service civique dans un hôpital. BSFA, avec le BSFA, je crois, l'association qui s'occupe des services. Il y a plein de gens, les hôpitaux de Paris, les hôpitaux de Paris proposent des services civiques. Il y en a beaucoup. On a déjà une élève il y a 2 ans, qui avait fait un service civique, et elle sortait d'un bac pro cuisine. Elle a fait un service civique en hôpital et elle est en IFSI. Donc vraiment, c'est aussi, ça peut être un levier formateur. Voilà. Alors, donc, on a été sur les missions. On va l'aider donc au recrutement, pour faire les lettres de motivation, pour faire le CV, l'aider à constituer le dossier. C'est quand même assez c'est un gros dossier administratif à préparer. Donc, le GPDS, pareil, il va falloir faire le lien avec la famille. Ça, c'est vraiment important de présenter le projet à la famille, d'avoir l'adhésion de la famille et du jeune. Et puis également faire le lien avec l'équipe pédagogique. Ça aussi, que l'équipe sache que le jeune va rentrer en service civique. C'est bien aussi peut-être de pouvoir prévoir un temps où le jeune va venir
viendra présenter à sa classe son service civique, essayer de valoriser ce temps qu'il va passer à l'extérieur parce qu'il va être en mouvement, il va changer. Il y a une vraie dynamique qui s'instaure chez ces jeunes du service civique. Plus de son, plus d'image. C'est vrai? Et pourquoi moi j'ai le son et l'image? Une petite pause. J'y suis là, je suis connectée encore. Connectée. Alors, il y a quelqu'un qui a plus de... Sophie Vallée qui nous indique dans le chat qu'elle a plus de son ni d'image. Oui, et d'image aussi. Ok, pour certains, aucun problème ici. Bon, bah, j'espère que ces passagers, ceux qui ne reçoivent, ne nous entendent pas. De toute façon, sachez que le diaporama sera en ligne. Voilà, juste rappeler que donc à chaque fois qu'on va faire qu'on va signer le contrat service civique, ça va être accompagné du contrat PAFI. Et ça, je pense qu'en classe sociale, c'est pareil. On va croiser un peu les contrats. Et puis, on doit toujours suivre, comme on suit le PAFI, on va suivre le service civique. Il y a un lien avec le tuteur en mission. Voilà. Et donc, il y a un lien et qu'il y a un retour. Donc, c'est pour ça qu'un service civique qui se finit au mois de juillet, c'est un peu embêtant parce que ce retour, on n'a pas forcément. Voilà, merci. Merci Stéphanie. Est-ce que vous avez des questions relatives au service civique? S'il n'y a pas de questions, on va poursuivre avec notre dernière intervenante, Nathalie Cloquin, pour présenter les dispositifs passerelles. Alors, je vais commencer, même si le diaporama va venir après, puisque je n'ai que 2 diapos. Donc, voilà, vous allez pouvoir prendre le train en marche. Donc, effectivement, nous, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est les passerelles en lycée comme outil de persévérance scolaire. Alors, on va se recentrer un petit peu. Pour moi, l'aspect partenarial, il est plus recentré après être sorti un peu de l'établissement scolaire par le biais d'actions qui sont proposées par des partenaires extérieurs. Là, l'idée, c'est de voir comment on peut accompagner un élève au sein d'un établissement scolaire qui se questionne sur son orientation. Donc, les passerelles en lycée sont des dispositifs individualisés régis par le Code de l'éducation, permettant effectivement la sécurisation des parcours. Donc, c'est le décret du 2014 13 1360 novembre 2014 qui indique à l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé au cours ou en fin d'année. Donc, le Code de l'éducation. Donc, c'est très important, hein, le mot en cours ou en fin d'année. Je vous le dirai tout à l'heure, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et là, le Code de l'éducation, l'article D333.2 indique qu'il existe 3 voies de formation qui sont organisées au sein du lycée. Et des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les voies générales, technologiques et professionnelles, ainsi qu'entre les cycles de la voie professionnelle. Donc, vous comprenez bien que les passerelles sont des processus construits donc tout au long de l'entrée au lycée notamment, en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques d'origine et d'accueil. C'est une demande formalisée du jeune, donc là on n'est plus dans des choses collectives comme ça a pu être vous être présenté auparavant. On est vraiment là sur une demande individuelle, formalisée du jeune ou de ses représentants légaux, auprès de son professeur principal et validée par le chef d'établissement d'origine. Elle est confirmée par une période d'immersion, c'est-à-dire un stage passerelle, ou une période d'observation en milieu professionnel. Suite à cette période, un bilan est effectué par l'élève avec son professeur principal, validant la pertinence du projet. Donc, la passerelle est un parcours, donc je le répète, individualisé, qui s'organise dans le cadre d'un processus construit en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques. Ça, c'est vraiment très important, c'est pour ça que je le répète, d'origine et d'accueil, et elle fait suite à une demande formalisée du jeune. C'est un dispositif individualisé favorisant la réussite scolaire des élèves et qui permet d'accompagner un changement exceptionnel du parcours au lycée pour favoriser une plus grande fluidité et davantage de progressivité des parcours.
Donc, vous comprenez bien que c'est un levier pour lutter contre le décrochage scolaire et les sorties du système éducatif jeunes sans qualification. Donc, maintenant, on va, voilà, sur cette deuxième slide, et ma dernière, mais qui va prendre un petit peu de temps, on va essayer d'expliquer comment peut se mettre en place une passerelle en lycée. Donc, la majorité des passerelles se passent à l'entrée au lycée. En tout cas, la majorité des demandes des élèves se passent à l'entrée au lycée. Donc, les élèves, après les décisions d'orientation de la troisième, ont l'impression d'avoir travaillé souvent en projet, ce qui est souvent le cas, hein, mais peuvent rentrer en seconde générale et technologique, en seconde professionnelle ou en première année de CAP, en s'apercevant que quelquefois ils se sont trompés. C'est pourquoi, donc c'est au regard de ces différentes réorientations qui sont demandées, ces nombreuses réorientations qui sont demandées à l'entrée au lycée, qu'a été mise en place une circulaire qui s'appelle Réussir à l'entrée au lycée, qui date du 29 mars 2016. Cette circulaire, c'est une circulaire qui a vraiment inscrit comment accompagner au plus les élèves à l'entrée au lycée. Donc l'idée est d'accueillir les élèves afin de favoriser leur intégration et marquer leur entrée dans la voie professionnelle, et puis travailler sur les attendus du lycée. Donc, il y a un très gros travail de repérage de ces élèves. Donc, en fait, il y a cette période-là d'entrée au lycée, ça s'appelle la période de consolidation du projet d'orientation. Et à la fin de cette période d'intégration en lycée, donc avant les vacances de la Toussaint, vous avez dû en entendre parler, il y a ce fameux droit à l'erreur manifeste d'orientation. Donc, l'idée de cette... il y a une double idée dans cette circulaire de réussir à l'entrée au lycée. Et c'est notamment réussir au lycée professionnel pour lequel cette circulaire a été mise en place. Et voilà, il y a un double niveau dans cette circulaire. Il y a à la fois comment travailler sur l'intégration du jeune, puisque très souvent les jeunes, vous savez, dans les déterminants de l'orientation, voilà, on travaille, le projet est travaillé sur différentes choses. Donc ça peut être effectivement grâce à l'accompagnement que peut faire une équipe pédagogique au sein du collège, c'est principaux, psychologue de l'éducation nationale, chef d'établissement, tout le travail qui peut être mis en place dans le cadre de la découverte des métiers. Voilà, tout le travail effectivement sur le parcours à venir au sein d'un établissement scolaire, mais très souvent les élèves font aussi le choix par rapport à accompagner un camarade de classe. Donc dans une même formation, avoir un cousin ou une cousine qui leur a dit que cette formation était bien, sont allés parfois plus loin. Et donc, on peut avoir effectivement des élèves qui ont fait un premier vœu dans un établissement scolaire tout en se disant qu'ils sont trompés. Donc, comment accompagner le développement adolescent au sein d'un établissement scolaire et ce processus voilà, de choix au sein d'un établissement scolaire pour effectivement que les élèves se sentent au mieux. Donc, il y a effectivement, donc, je le disais dans cette circulaire, il y a un double repérage. Donc, il y a le repérage, il y a un double niveau, c'est-à-dire accompagner les élèves dans l'intégration au lycée. Mais il y a aussi la possibilité d'accompagner les élèves par le biais du droit à l'erreur manifeste à l'orientation, la possibilité leur est donnée de faire de nouveaux vœux avant les vacances de la Toussaint, et par le biais d'une commission qui se passe à la DS2N, de pouvoir voilà, essayer d'avoir une place dans un lycée par un système de switch voilà, entre deux élèves, d'essayer effectivement de changer d'orientation. Alors, je vous avoue que cette commission, c'est une commission très très difficile, qui se passe à la DS2N, parce qu'il y a un investissement fort des équipes sur effectivement le changement et en tout cas le travail qui peut faire auprès des élèves, mais elle ne donne pas beaucoup de résultats positifs de la part des élèves, alors même si on arrive à un pourcentage entre 15 et 20% d'élèves qui arrivent à changer, mais ce n'est pas effectivement la majorité des élèves. On a repéré des élèves dans ce début d'année, des élèves qui disent ne pas bien se sentir, des élèves qui finalement, une fois intégrés au niveau de leur formation, s'y sentent bien, se sentent bien dans leur classe au sein du lycée et vont poursuivre leur formation au sein du lycée, puisque tout ce travail de processus d'orientation qui poursuit, de construction, donc, permet effectivement de changer un peu la vie d'élève et puis effectivement son projet et sa manifestation autour du travail qui est fait dans le lycée. Malgré tout, on a des élèves qui continuent à se dire qu'ils ne se plaisent pas dans cet établissement scolaire et dans cette formation, même s'ils l'ont choisi en premier vœu. Il y a aussi des analyses, des études qui montrent que même si un élève dit a choisi une formation professionnelle et c'est son premier vœu, eh bien, on a un nombre d'élèves important qui ne se plaisent pas dans cette formation et disent qu'ils ont été malheureux. Donc, on a des élèves repérés
de façon importante et quelquefois ça s'éteint comme un soufflet dans les établissements scolaires. Voilà, on a essayé de les accompagner sur la commission droit à l'erreur, ça n'a pas donné d'effet et donc voilà, on dit aux élèves ben, c'est comme ça, on verra l'année prochaine. Alors qu'on peut faire un gros travail, voilà, avec ces élèves repérés, on peut faire un gros travail d'accompagnement, de poursuite d'accompagnement de ces élèves. L'idée, c'est de continuer à travailler sur le processus de projet et d'accompagnement des élèves et leur permettre, ça a été cité à plusieurs reprises ici, leur permettre de faire un mini-stage en établissement scolaire, ou dans des lycées voisins ou dans le même lycée, pour qu'ils puissent continuer à travailler leur projet. Soit leur permettre de faire un stage dans le milieu professionnel qui pense être un milieu professionnel dans lequel ils s'en sentiraient bien. Et puis, eh bien, c'est l'accompagnement, donc là on est sur le deuxième pôle, c'est l'accompagnement au processus de réflexion à l'orientation soutenu par les équipes de lycée. Donc il y a le GPDS de lycée effectivement qui permet de faire le suivi de ces élèves qui ont fait une demande de changement d'orientation à tout ça. Et donc continuer effectivement à s'accompagner, à les suivre pour voir comment ils s'incluent. Le dossier passerelle, donc le stage de la période d'immersion, le stage passerelle, permet effectivement de valider donc le projet de l'élève et du mois de novembre, il existe la passerelle en cours d'année sur le Vademecum qui vient de sortir la semaine dernière sur le PA. Vous verrez qu'il y a effectivement ces deux possibilités sur la fiche technique sur la page passerelle. C'est à la fois en cours d'année, donc le cours d'année, c'est des vacances de la Toussaint au 15 mars, où effectivement, il y a la possibilité d'accompagner par le biais d'un dossier passerelle les élèves, donc en faisant des dossiers au fil de l'eau, pour qu'ils puissent effectivement faire une demande de passerelle en cours d'année, en transférant, donc en envoyant ce dossier à la DSDEN, donc service scolarité de la DSDEN. Ces dossiers sont regardés par des commissions qui se mettent en place au fil de l'eau avec des inspecteurs, qui vont regarder les différents avis qui ont été émis par les différentes équipes au sein du lycée. Très important, l'avis du professeur principal. Alors, j'insisterai vraiment sur l'avis du professeur principal, puisque moi, j'étudie les dossiers passerelles, je pilote un petit peu cette organisation au sein de la DSDEN de Val-de-Marne. Très souvent, les professeurs principaux vont m'indiquer des choses dans le cadre du projet de l'élève. Alors, très intéressant, le travail autour du projet d'élève émis par un professeur principal, mais en fait, moi, ce que j'attends vraiment et ce qu'on attend dans la commission de validation des dossiers passerelles, c'est un avis pédagogique. C'est-à-dire que l'élève s'est intégré au sein commun, quelle que soit la formation professionnelle que le jeune souhaitera faire. Il y a un tronc qui est commun à plusieurs enseignements professionnels. Donc l'idée, c'est de voir comment il s'est adapté dans le tronc commun, comment il a, quelles vont être ses compétences et des acquis qui vont lui permettre de s'adapter à un changement de filière. Donc voilà, c'est vraiment les compétences pédagogiques qu'on attend du professeur principal. La deuxième personne qui va s'exprimer, c'est effectivement le psychologue de l'éducation nationale, qui va s'exprimer effectivement sur la construction du projet et comment il s'est investi dans tout le processus autour de l'orientation. La troisième personne qui va s'exprimer, c'est la personne qui a accueilli, donc généralement c'est le DDFPT, le chef d'établissement, qui a accueilli l'élève dans le cadre du stage passerelle, c'est-à-dire du stage d'observation au sein de l'établissement scolaire. Puis, la quatrième personne qui va s'exprimer sur ce dossier, c'est le chef d'établissement, d'origine de l'élève, qui va émettre un avis, donc qui va regarder l'ensemble des avis qui ont été portés et qui va émettre un avis final sur la pertinence du projet, de ce dossier passé. Donc, il peut mettre un avis réservé, qui peut mettre un avis favorable. Une fois que nous recevons ce dossier à la DSDEN, donc l'année, nous prenons contact avec le chef d'établissement qui a pu accueillir ce jeune en stage passerelle, voir s'il a une place et il pourra accueillir cet élève. Puis, la commission essaye aussi de valider, donc on regarde la pertinence du projet et des compétences pédagogiques de l'élève, essaye aussi de valider du coup, le projet. Là, il faut faire très attention parce qu'un avis favorable ne veut pas dire une affectation derrière. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail sur le processus de projet du jeune et Madame la directrice académique ou Monsieur le directeur académique selon le département où se trouve le jeune, le domicile du jeune, émet des priorités d'affectation des élèves. Et donc, un élève en danger peut passer avant un élève qui vient faire une demande de stage passerelle. Un élève emménageant qui a une continuité de parcours peut aussi passer avant
un élève qui fait un stage passerelle. Vous entendez dans tout ce que je vous dis que voilà, le stage passerelle, enfin toute la mise en place de la passerelle peut ressembler au PIC pour d'autres élèves, hein, comme la MLDS, donc on est dans le même process, c'est-à-dire on travaille vraiment sur la construction du projet du jeune, on est vraiment dans le développement adolescent, dans la construction de parcours et dans effectivement la construction d'un adulte en devenir en fait, hein, voilà, qui vient voilà, interroger effectivement voilà, tout le processus de travail sur le projet. Donc, l'avis favorable de la commission peut amener à une notification d'affectation au regard des places disponibles. Alors, moi, j'aimerais vous dire que quand je suis arrivée il y a 3 ans à la DSEN du Val-de-Marne, j'ai travaillé sur 5 dossiers passerelles en cours d'année. Cette année, ma 3e année, je me suis à 59 dossiers passerelles, puisque j'ai vraiment essayé de travailler sur voilà, tout ce panel d'élèves qui sont repérés au sein des établissements scolaires, la sensibilisation voilà, des équipes sur ce panel d'élèves qui étaient repérés au sein des établissements scolaires et pour lequel, finalement, il n'y a pas de continuité de prise en charge pour ces élèves. On a mis en place dans le Val-de-Marne un webinaire d'accompagnement des équipes pour expliquer voilà, tout le process des passerelles, d'autant plus que la passerelle en cours d'année, pour 80% des cas, va avoir un avis favorable et on va trouver une place pour les élèves, puisqu'il y a un vrai travail de... vous savez qu'il y a beaucoup de mouvements voilà, dans les classes, et très souvent, quand un élève a fait un stage d'observation et que ça s'est très bien passé, en règle générale, les chefs d'établissement voilà, essayent au mieux d'accueillir cet élève dès qu'il y a une place qui se libère, qu'ils nous préviennent, et ça permet d'accueillir cet élève. Et puis, il y a tout un travail qui se fait en plus entre chefs d'établissement d'origine et chef d'établissement d'accueil. Et donc, du coup, effectivement, ça peut donner voilà, quelque chose d'assez favorable dans la réversibilité des parcours, en tout cas dans ce processus de changement de population. Donc ça, c'est pour la passerelle en cours d'année. Là, on arrive à la fin des passerelles en cours d'année, c'est-à-dire que là, le 15 mars, c'est vendredi, on a reçu le Vademecum, donc on va rentrer dans la phase de passerelle dans le cadre de la campagne d'affectation. Donc, soit un élève fait un dossier passerelle en cours d'année et ça n'a pas donné effet, donc on peut reprendre les dossiers passerelles et on peut faire une saisie AFNet. Une saisie AFNet peut être faite pour ces élèves pour qu'ils participent effectivement au changement d'orientation dans le cadre du processus AFNet. Ou bien, c'est un dossier passerelle n'a pas du tout été constitué, l'élève vient vers les équipes pédagogiques de l'établissement scolaire, hein, du lycée. Et puis, il peut y avoir effectivement un dossier passerelle qui peut être constitué. Même chose avec une commission qui a lieu en juin. Comme tout dossier soumis à commission, eh bien, il doit arriver à la DSEN avant le 14 mai. Et ils seront étudiés dans le cadre d'une commission. L'avis favorable de la commission passerelle sera renvoyé à chef d'établissement d'origine du jeune. Et voilà, il pourra y avoir une saisie qui se fera sur AFNet pour que la demande du jeune puisse tourner sur AFNet. Quelle que soit la direction académique. Quelle que soit la direction académique. Tout à fait. Là, je parle, voilà, je parle au nom du Val-de-Marne, mais effectivement, comme je vous l'ai dit au tout démarrage de mon propos, on est dans le cadre du Code de l'éducation et donc d'un décret. Donc, normalement, effectivement, on suit le process. Alors, c'est vrai que moi, j'ai fait tout un travail de sensibilisation des équipes, puisqu'il n'y avait pas de passerelle en cours d'année qui se mettait en place dans le Val-de-Marne, juste par manque d'information, hein, je pense, des équipes. Hein. Mais effectivement, là, on est dans le cadre d'une circulaire qui date de 2014, hein, et du Code de l'éducation, effectivement, bien évidemment, voilà, on suit le Code de l'éducation dans ce cadre-là. Donc là, je vous ai parlé notamment de la majorité des passerelles, donc, que ce soit dans le cadre de la campagne d'affectation ou que ce soit dans le cadre des passerelles en cours d'année, sont sur l'entrée au lycée. C'est pour ça que je vous ai aussi parlé de la circulaire réussir au lycée. Voilà, c'est vrai que on est dans une construction de projet, on est dans un passage qui n'est pas simple, donc une liaison collège-lycée qui n'est pas facile pour les élèves. Voilà, on est dans un accompagnement des élèves qui est important, mais quelquefois on ne peut pas accompagner tous les élèves non plus. Les psychologues de l'éducation nationale ne peuvent pas accompagner tous les élèves. Même chose, les professeurs principaux vont accompagner les élèves quelquefois les plus fragiles et quelquefois il y a des élèves qui non plus ne posent pas de questions. Hein. Donc l'idée c'est d'essayer d'accompagner au mieux et c'est pour ça qu'on a cette demande particulièrement importante à l'entrée au lycée. Mais sachez que les passerelles peuvent se faire aussi en première.
Alors, difficilement de la première à la terminale, donc en fin d'année, puisque vous savez que le bac se passe en 2 ans, en tout cas la formation professionnelle se passe plutôt en 2 ans, première terminale, mais par contre, les passerelles en cours d'année peuvent se mettre aussi en place au cours de la première. Et là, on n'est plus sur des passerelles montantes. Enfin, que ce soit les passerelles en cours d'année, de toute façon, se font toujours sur un même cycle. Ce sont ce qu'on appelle des passerelles parallèles, hein. C'est-à-dire on est sur un même niveau. Aujourd'hui, si j'ai une seconde générale et technologique, un élève seconde générale et technologique qui fait une demande de passerelle, à ce jour, ce ne sera pas pour une première professionnelle. Même si c'est un élève qui avait fait une demande de première professionnelle à la fin de l'année de seconde, qui n'a pas été accepté par faute de place, on n'est pas sur des passerelles montantes dans ce cours d'année. On est vraiment sur une intégration qui peut être au cours du 2e trimestre, du 3e trimestre. On est vraiment sur des passerelles parallèles en cours d'année. Et ça peut se mettre aussi en place au cours de la première. J'ai eu pas mal de premières générales qui se sentaient un petit peu perdues en première générale, qui ont demandé une passerelle vers des premières techno. Et donc, c'est des passerelles qui sont assez faciles à mettre en place aussi. Et qu'on met rapidement là, c'est vraiment, il faut que ce soit des passerelles assez rapides, hein, puisque comme tout à l'heure on en a parlé, il y a l'inscription bac, il y a plein de choses, mais on a mis en place des passerelles première générale, première technologique, fin janvier. On l'a aussi fait. Il suffit qu'un chef d'établissement appelle la maison des examens, et on change. Voilà, les choses peuvent se changer aussi. Des passerelles première techno vers première professionnelle, des passerelles première technologique vers première générale, quand il y a une décision d'orientation qui a été dans ce sens-là aussi. Donc voilà, tout type de passerelles peuvent s'envisager, comme le dit la circulaire, voilà, tout processus peut se mettre en place, de réorientation peut se mettre en place au cours du lycée. Beaucoup plus difficilement en terminale. En terminale, on est vraiment sur une fin de parcours et la préparation de l'enseignement supérieur. Que vous dire de plus? Donc, effectivement, les demandes de passerelle doivent être accompagnées par des équipes pluriprofessionnelles. Il faut pouvoir repérer les premiers signes de décrochage au sein de l'établissement scolaire, dans des élèves, effectivement, qui peuvent mal se sentir dans une formation, pour plein de raisons. Pour des raisons de compétences scolaires, mais pas seulement, pour des raisons d'attrait pour la filière, dans la série dans laquelle l'élève se trouve. De la même façon que vous avez, c'est bien aussi qu'on a des élèves qui veulent changer d'EDS, d'enseignement de spécialité, au sein de l'année. Donc, c'est quelque chose qui peut se mettre en œuvre, bien sûr, accompagné. De la même façon, pourquoi pas, on peut envisager que l'élève aille voir au sein de l'établissement scolaire, sans que ce soit une passerelle, ce qui se passe dans un autre enseignement de spécialité et voir un petit peu la possibilité de ce changement d'orientation. Mais pour moi, ce qui est très important dans la passerelle, et d'ailleurs la circulaire le dit bien, hein, le code de l'éducation le dit bien, c'est-à-dire que la passerelle doit être accompagnée d'un stage d'observation ou d'un stage en entreprise si l'élève veut continuer à travailler son projet. Tout dossier passerelle qui arrive à la DS2N, il n'y a pas cette période d'observation, sera renvoyé à l'établissement scolaire. L'idée, c'est que l'élève ne se trompe pas une deuxième fois. C'est vraiment d'accompagner le processus de réflexion de l'élève dans la passerelle. Alors, si on a des demandes de passerelle qui arrivent en cours d'année sur effectivement des élèves qui se disent c'est vraiment pas possible que je rentre en première l'année prochaine ou en terminale la prochaine dans cette filière-là parce que je me sens vraiment en échec et que ça ne correspond pas, on peut accepter en fin d'année que l'élève n'ait pas fait un stage. Mais vraiment, il faut prévenir la famille ou l'élève que s'il se trompe une deuxième fois, ça va être difficile de revenir en arrière. En tout cas, c'est élèves-là. Quand un élève fait un stage, fait une demande de passerelle en fin d'année, par exemple, un élève, la question m'a été posée tout à l'heure par un chef d'établissement. Donc, il y a une demande de passerelle qui va être faite dans le cadre de la campagne d'affectation. Donc, un élève qui est en seconde professionnelle qui va faire une demande de première technologie. Donc, c'est une passerelle. L'idée, c'est aussi de conserver la place de l'élève, la montée pédagogique, de faire en parallèle une demande à FNL sur la montée pédagogique en première. Puisque c'est aussi, il y a des priorités qui sont mises par les élèves, pour les élèves, et de la même façon qu'un élève de seconde pro LPNE, par exemple, qui va faire une demande vers une première professionnelle des métiers du commerce. Alors, c'est pas par hasard que je dis ça, parce que c'est la majorité de seconde industrielle vers une première des services ou du tertiaire. C'est vraiment la majorité des choses qui nous sont demandées.
voilà, il peut faire la demande, mais c'est vraiment l'élève issu de la famille de métier ou de la seconde pro de continuité qui est prioritaire, bien évidemment, avant la demande de réorientation, avant la réorientation. AFENET, c'est très bien gérer ça. Donc, AFENET est vraiment met des critères de priorité en fonction de où est issu l'élève et d'où demande effectivement d'où vient la demande de l'élève. Voilà. Donc, très important du coup de travailler sur la réversibilité des parcours pour permettre une réussite des élèves. Et puis, il faut vraiment s'appuyer sur les... Pour moi, c'est un petit peu le message que je veux vous passer ici. Il faut vraiment s'appuyer sur les équipes pluriprofessionnelles, bien évidemment les psychologues de l'éducation nationale qui ont une très bonne connaissance de ces réversibilités de parcours et de l'accompagnement des élèves, les directeurs de CIO qui accompagnent à la fois les psychologues de l'éducation nationale, les RDS, les référents décrochage scolaire, avec les coordons MLDS dans le cadre des formations, où il peut effectivement être question des passerelles, et bien sûr les chefs d'établissement qui sont les personnes auxquelles on s'adresse. Donc, dans la DS2N, on met en place des webinaires d'accompagnement des chefs d'établissement. Donc, les chefs d'établissement sont les premiers, effectivement, personnes vers lesquelles nous, en tant qu'UNIO, on s'adresse pour accompagner les élèves de la réversibilité des parcours des élèves. Et puis, nous avons aussi travaillé avec mes collaborateurs UNIO sur cette question de réversibilité des parcours et des passerelles, puisque, bien évidemment, quand ça se passe dans la voie pro, vous savez, pour valider une formation professionnelle, eh bien, il faut que les élèves aient une période de stage dans le domaine professionnel donné. Et donc, il faut qu'il y ait un positionnement des inspecteurs des IUN-ETEG. Et donc, du coup, on a aussi sensibilisé ces personnels de l'éducation nationale sur effectivement la pertinence, dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire, de ces réversibilités de parcours, de ces réorientations. Voilà, je pense avoir été c'est-à-dire tout ce que je pensais vous dire. Donc, n'hésitez pas effectivement par le biais encore des CT aussi MLDS avec qui on travaille sur toutes ces questions des passerelles, qui peut ressembler au PIC, au parcours d'intégration continuée, dans le process et dans l'accompagnement effectivement des jeunes, des élèves et des jeunes dans tout le travail du projet. Pour éviter les ruptures de parcours. Parfait. Stéphanie vous a mis dans le chat les liens des ressources concernant les passerelles qui sont sur le site du SAIO. Des liens pour le Vadémécum, voilà. Pour les fiches, notamment passerelles, tout ce qu'il y a comme tout l'explicatif passerelle qui était mis sur le site du SAIO. Alors, je reviens sur tes questions, Stéphanie, qui étaient dans tous les départements. Effectivement, peut-être que dans un des 3 départements, la notion de passerelle n'est peut-être pas identifiée comme ça, mais on est vraiment dans le même processus. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que dans le 93 notamment, vous avez des pics lycées et des pics MLDS. Voilà. C'est-à-dire que du mot pic, on entend la passerelle derrière. Mais on est vraiment dans le même process. De toute façon, on suit la loi. Donc, on est vraiment dans le même process. Aucun doute sur le suivi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions que vous voulez poser à Nathalie Ploquin? Si vous n'avez pas de questions, on vous remercie de votre attention. On s'excuse encore pour les difficultés techniques. On espère vraiment s'améliorer la semaine prochaine. C'est pas faute de se préparer à toute éventualité, mais ça, on n'avait pas envisagé ces difficultés-là. Merci à tous les participants d'avoir présenté de façon complète les différents dispositifs partenariaux, qu'il s'agisse de partenariats plus externes ou plus internes à l'éducation nationale et des possibilités qui s'offrent à nos élèves pour pour les remotiver, les remobiliser et puis aussi éviter les ruptures de parcours. La semaine prochaine, on peut se donner rendez-vous à 14 h avec la thématique de l'accompagnement individualisé.
Voilà, on reste encore 2-3 minutes s'il y avait des questions timides dans le chat. Et sinon, je vous souhaite une belle fin d'après-midi. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.